Bonjour à tous, nous sommes le 28 octobre, nous célébrons l'anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur la radio et la télévision algérienne. Pour revenir sur ce moment historique qui a marqué l'histoire de l'indépendance de l'Algérie, j'ai le plaisir de recevoir sur les ondes d'Ifriqiya FM M. Rabia Hamimi, un ancien cadre de la radio et la télévision algérienne. Monsieur Rabia Hamimi, bonjour. Bonjour Hassan Arab, merci de m'avoir invité. Le 28 octobre, un moment important dans l'histoire de l'audiovisuel en Algérie. Oui, enfin, pour la radio et la télévision, c'est un petit peu l'équivalent du 1er novembre pour la nation algérienne. C'est le recouvrement total de la souveraineté, disons, sur la radio et la télévision, qui est l'un des symboles forts de la souveraineté nationale. Donc en 1962, il fallait un travail déjà de renforcement de cette importante institution avant de travailler donc les programmes, la production, etc. Oui, tout à fait. Le 28 octobre ne se limite pas simplement à la journée elle-même. Elle a été préparée bien auparavant. Il faut dire que la radio essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, avait commencé un peu avant la fin des années 40. Et pour les émissions en arabe et en kabyle, c'était des Algériens qui les produisaient. Il y avait aussi des techniciens, il y avait des journalistes, et la qualité de ce personnel à cette époque-là est une qualité qui dépassait de très très loin en valeur intellectuelle et même académique le personnel français. Je vous cite simplement une émission produite par un historien, le professeur Nourdine Abdelkader, qui était titulaire de la chaire d'histoire à l'université d'Alger. C'était un monsieur qui avait une aura extraordinaire, y compris de la part du système colonial, une immense connaissance, un réservoir inépuisable. Et donc il produisait, il animait cette émission en langue arabe à la chaîne arabe de la radio dans les années 40. C'était la même chose un petit peu dans d'autres domaines. Toutes les rubriques d'ailleurs en arabe et en kabyle étaient produites, animées par des Algériens. Et donc, ces Algériens avaient une haute perception de l'authenticité, du fait national, même sous domination. J'en ai pour preuve Cheikh Mahboub Stambouli, c'est lui l'auteur de Minjibalina. Il produisait une émission littéraire. Dans les années 40. C'est pour dire que ce personnel éveillé, c'est vrai que ça a toujours constitué l'élite de toutes les nations du monde. Eh bien, ils ont commencé ce travail qui s'est poursuivi au fur et à mesure et qui ensuite a débordé le cadre de l'Algérie pour voir, par exemple, en 1956, le 16 décembre exactement, la création de la radio du FLN à Tunis. La voix de l'Algérie combattante. La voix de l'Algérie combattante, mais laquelle voix avait été précédée quelques mois auparavant par une tentative d'émission que je peux dire, extraordinaire, que je la considère comme extraordinaire. Elle a eu lieu à l'ex-avenue Debussy, oui. Là où précisément Selarbi Ben Mehdi avait été arrêté. L'émission a eu lieu, mais immédiatement avec le Gonan. Donc c'est une technique militaire de repérage et de brouillage des sons. Ils ont dû arrêter parce que... ils étaient repérés. Voilà, ils ont été tout de suite immédiatement repérés. C'est pour dire que, par exemple, le premier enregistrement de Kassaman, lorsque Abdan Ramdan, le génial Abdan Ramdan, avait demandé à Moufdi Zakaria Kassaman, c'était Abdelrahman Rouati qui l'avait enregistré dans l'épicerie de l'Erbah al-Khdar à Belcourt. Oui. Bien sûr, beaucoup disent que le premier enregistrement a eu lieu à Tunis. C'est le second qui a eu lieu à Tunis. Il avait été enregistré dans l'épicerie de l'Erbah al-Khdar, qui est un immense militant. Et il avait simplement été accompagné par un instrumentiste, quelqu'un qui jouait à la guitare pour lui donner l'air que nous avons maintenant, et auquel, après sa version définitive au Caire, Haroun Rachid avait ajouté les fameuses timbales.
pour donner un air martial à l'hymne national, lequel Haroun Rachid avait composé lui aussi, Nachid al-Ummal, en prison. Oui. En prison. Donc, après le 28 octobre, il va y avoir également l'apport des techniciens, des journalistes formés justement par le Front de Libération Nationale dans le cadre de la radio, la voix libre et combattante. Oui, effectivement, il y a eu un apport qui était relativement important, mais le gros, excusez-moi de l'expression, le gros de la troupe était déjà sur place. C'était des Algériens qui travaillaient. Et en particulier à la radio, il y avait énormément, la quasi-totalité des techniciens, je dis bien la quasi-totalité des techniciens, des preneurs de son, de ceux qui étaient au CDM, soit ici au boulevard, soit à l'ex-centre-Hoche, étaient des Algériens. Bon, ils sont venus donner, donc, apporter leur contribution, le rapport, surtout pour que le 28 octobre ne soit pas, comment dirais-je, une expression symbolique. Parce que tout le monde attendait, y compris de la part de nos autorités, donc les chefs historiques, Ben Bella ou Khidar, donc ils s'attendaient à ce que le 28 octobre, en particulier la télévision, n'émette pas. Or, la télévision a émis, comme la radio, elle a continué, on a assuré la continuité du service, absolument sans couac. Le journal télévisé a eu lieu à 20h précises, et auparavant, quelques secondes auparavant, il y a eu ce fameux logo qu'avait dessiné et réalisé Mhidine Banter. Oui. Le alif donc qui monte, et puis ensuite l'épi de blé, la symbolique de l'épi de blé, et donc Atman Amr qui a présenté la première édition en arabe du journal télévisé a eu lieu exactement à 20h. À la fin de la version française, il y a eu Mabrouk Al-Almi qui a présenté le journal télévisé en français. Donc tout s'est passé normalement. Bon, bien sûr, c'était au prix de sacrifices immenses. Les gens travaillaient sans discontinuer. Il n'y avait pas de repos. Le 28 octobre a été un dimanche. Nous étions tous là, qu'ils fussent techniciens, administratifs. D'ailleurs, pour échapper à la vindicte de l'OAS, des criminels de l'OAS, la plupart d'entre nous dormions ici. Parce qu'il ne faut pas oublier que en février ou mars 1962, on a attaqué la voiture de la RTF et il y a eu 3 morts parmi les employés algériens. Ça s'est passé juste à côté de l'aérohabitat au niveau du Télémdi. Alors, donc à partir du début des années 60, l'expérience algérienne était en quelque sorte particulière, contrairement aux autres pays africains qui venaient également d'avoir leur indépendance, à part certains pays lusophones qui étaient encore sous domination coloniale. Ils ont gardé le mode de diffusion colonialiste. Oui, tout à fait. En fait, historiquement, la radio, l'Algérie a été leader aussi bien en radio qu'en télévision, aussi bien en Afrique que dans le monde arabe. La télévision a commencé à émettre le 24 décembre 1956. Nous étions les seuls en Afrique, au Maghreb et dans le monde arabe. Et puis après sont venus d'autres pays. En Afrique, c'était encore beaucoup plus, comment dirais-je, dramatique. Il n'y avait que la radio, et la radio était simplement diffusée avec une zone d'empreinte qui était autour des capitales et pas plus. Dans la brousse où il n'y avait pas d'électricité, donc il ne pouvait pas y avoir d'émetteurs, ça ne passait pas. D'où l'apport justement de la radio, la RTA, la radio-télévision algérienne, à partir de 1962, elle s'est investie en direction de l'Afrique pour aider les pays africains et leurs radios naissantes, ou rudimentaires, je dirais, un petit peu à se développer, à être d'abord elles-mêmes, parce qu'il ne faut pas oublier que les puissances coloniales de l'époque, la France, la Grande-Bretagne, le Portugal, etc.,
continuer encore à assurer pratiquement toutes les institutions de ces pays, qu'ils fussent indépendants ou encore sous domination. Sous domination, c'est clair. Même après les indépendances des années 1960, c'était les grandes radios de ces pays-là qui diffusaient sur site, hein, dans les États africains qui ont continué pendant assez longtemps. Mais on est un petit peu venu, la RTA, parce qu'il faut dire que la RTA est née un petit peu de ce combat de libération qui avait été mené d'abord pendant la révolution algérienne, mais qui plonge ses racines dans le mouvement national. Lorsqu'on sait que tous les partis politiques du mouvement national avaient des organes de presse, ils avaient des journaux ou des médecins algériens, mais ils n'étaient pas très nombreux. Il y avait même des autodidactes, je pense par exemple à Ahmed Haji Ali, notre ancien ambassadeur au Sénégal, qui écrivait dans le journal de Farhat Abbas. Farhat Abbas écrivait énormément dans son journal, mais Ahmed Haji Ali, qui n'était pas journaliste, qui n'a même pas fait le lycée, mais un brillant orateur, une des meilleures plumes de l'Algérie post-indépendante, il écrivait dans ce journal. Donc il y a cet héritage, c'est un legs qui a été poursuivi, qui a été endossé par les générations suivantes, ce qui fait que c'est tout à fait naturel que l'Algérie, à travers sa RTA, se soit retrouvée au fronton du combat pour la décolonisation de l'information, de la culture, disons, par l'intermédiaire, via la radio et un peu plus tard via la télévision. Et là, la RTA a joué un rôle très important. Et parmi parmi les initiatives prises, chapeautées par l'Algérie, c'était la création de cette fameuse banque de données. Oui, entre autres. On a tout à fait au départ, à la naissance en 1960, lorsque le GEPRA avait désigné un de ses membres en la personne de M. Aoudi Zitouni, qui a été notre DAG, puis ensuite qui est devenu ministre des Industries légères. Il avait participé à la première réunion constitutive de l'Union des radios et télévisions nationales d'Afrique. Ensuite, il y a eu une réunion à Lagos. Et enfin, il y a eu une réunion à Conakry. C'est à Conakry, à la demande personnelle du président Sékou Touré, il est intervenu au niveau de la salle où il y avait comme représentant algérien Cheikh Abdelrahman El-Ghouati, notre ancien directeur général de la RTA, où il avait exigé des participants la création solennelle, la naissance solennelle de cette union. Puis, au fur et à mesure, en 1964, le 2 novembre 1964, l'une des premières réunions constitutives s'est tenue ici à Alger, à la salle des actes, où il y a eu tout un programme qui a été élaboré. Et donc, dans ce programme, il y a effectivement ce souci, parce qu'il n'y avait pas de moyens de transmission autre que l'envoi par avion via généralement les capitales occidentales. Donc il y a eu ce souci d'aller au-devant des pays africains pour leur proposer, pour leur offrir, au nom de la solidarité d'ailleurs, mais dans le but de les soustraire un petit peu à l'emprise coloniale, des émissions en langue française, en langue arabe, en langue anglaise et également en langue espagnole. Et donc, ces Africains qui n'avaient pas la capacité de produire, parce qu'ils n'avaient pratiquement pas de professionnels de la radio, étaient tout à fait heureux, parce qu'eux-mêmes étaient engagés dans le combat pour la libération de leur pays. Donc, ils étaient en phase avec le contenu de nos programmes. Et donc, par la suite, en 1974, avec Cheikh Abdelrahman Chérif, nous avions pensé que le moment était venu de créer un centre d'échange qui puisse regrouper tous les programmes en mesure d'être échangés des Africains, des radios africaines, et d'en faire un siège à Alger. Bon, en 1974, j'avais personnellement présenté à Benghazi, au cours de l'Assemblée générale de Benghazi en Libye, le premier projet qui n'avait pas été accepté. Ensuite, il a été reporté en 1975 à une Assemblée générale tenue à Nairobi. Et puis en 1976,
nous avions décidé, à la suite de pression, disons qu'il y a trop de nord-africanisme dans l'Afrique des radios. On souhaiterait que également l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale soit représentée. Et donc, nous avions lâché du lest. Et avec les Kenyans, nous avions monté le premier centre d'échange de programmes radio et télévision. Radio et télévision. Et là... c'est vers la fin des années 70. Début des années 80. Début des années 80. C'était un long processus avec nos amis allemands qui ont financé parce qu'il fallait réaliser un centre, il fallait acheter des équipements et puis ensuite, surtout, il fallait former des gens. Et la formation, c'est pas ça s'acquiert pas en une négociation pour acheter des équipements. C'est quelque chose qui dure parfois 2-3 ans. Et dans le volet formation, puisque vous me tendez la perche, dans le volet formation, nous recevions à l'époque énormément de journalistes, de techniciens africains, en particulier francophones, qui venaient se former en Algérie. Par exemple, l'une des premières directrices de l'information au niveau de la présidence du Burundi avait été formée ici à la chaîne 3. Aux Seychelles, avec René Mahé, le président de la République, l'une des journalistes qui était proche de lui, qui travaillait au niveau de la présidence de la République séchelloise, elle a été formée ici à la chaîne 3. Et puis ensuite, il y a eu le Congo, il y a eu le Sénégal, il y a eu surtout le Mali, le Niger, donc ces pays qui nous sont proches géographiquement. Il y a eu une action très importante de formation en direction des radios et télévisions en Afrique. Et puis ensuite, on est monté d'un cran, on a envoyé des formateurs. On a envoyé par exemple Khalid Boukabesh, Majid Bey aux Seychelles. Ils y sont restés, je crois, 2 ou 3 ans. Ils ont formé, comment dirais-je, une armada de journalistes radio, et même de la presse écrite d'ailleurs, même de la presse écrite. Donc c'est des échanges marqués par l'entraide, la solidarité et surtout le destin commun donc de cette Afrique. Oui, c'est clair. C'est clair. On a une destinée commune et j'en veux pour preuve le lieu où je suis, là où je parle. C'est une radio en direction de l'Afrique et ça me fait un petit peu penser à la symbolique de Massinissa, l'Afrique aux Africains. Ouais. L'Afrique aux Africains. Donc, et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai intitulé mon interview que j'ai donnée à Afrovision l'année dernière, l'Afrique aux Africains. Donc l'Algérie, c'est pour dire que nous remontons jusqu'à l'aube de cette contrée qu'on appelait la Numidie. Et donc le message, il y a cette continuité du message philosophique, émotionnel, moral, parce qu'il y a un engagement moral. La révolution, l'Algérie indépendante a aidé tous les mouvements de libération en Afrique. D'ailleurs, l'Algérie était appelée la Mecque des révolutions. Novembre, c'était des valeurs. Oui, tout à fait, des valeurs que nous avions réussi à faire partager. Par exemple, maintenant, le centre Afrovision, qui est l'équivalent du centre Arabe Vision. Et tous deux se trouvent à Ouled Fayette, donc ayant leur siège. Et puis on peut dire que l'épine dorsale de l'Union africaine et de l'Union arabe, des radios et télévisions, c'est d'abord l'échange, c'est la raison d'être. C'est la raison. Et pour cela, bien entendu, il a fallu des années de combats, de discussions, d'engagement. Et puis ensuite, il fallait être sur le terrain. En 1965-66, une équipe de la RTA avait transporté à partir d'Alger un pylône de 90 mètres, en pièces détachées, pour le monter au Mali. Et en traversant tout le Sahara, et le Sahara à l'époque, maintenant ce n'est plus le cas, le Sahara, c'était des pistes. Oui. Et il y avait Assas, il y avait Ould Hamouda, Bourkish, qui sont restés quelques mois quand même, où nous avons réalisé, aux frais de l'Algérie bien entendu, le premier centre technique de cette Union africaine, et nous avions même réalisé le centre d'écoute de mesure, parce que le problème en Afrique, c'était la propagation des ondes radioélectriques.
les conditions atmosphériques étaient telles que la programmation était limitée, les ondes d'empreinte. Oui, oui. Les ondes d'empreinte de la radio étaient extrêmement limitées. Donc il fallait faire de l'écoute et de la mesure. C'était des opérations qui demandaient beaucoup de temps. C'était des techniciens algériens qui allaient donc en mission pour des périodes assez longues. Et donc ils voyaient un petit peu, ils cartographiaient les ondes d'ombre et la possibilité donc de les réduire, de les contourner. Et donc c'est comme ça un petit peu que les radios les radios africaines ont commencé progressivement à être elles-mêmes, à reprendre un petit peu ce que les radios des anciennes puissances coloniales commençaient à céder sous la pression de leurs États. Par exemple, je vous cite un cas, le plan de planification de la Mauritanie pour l'attribution des fréquences en radio, télévision et également satellitaire, il a été élaboré par un de nos ingénieurs, Belkacem Leïdjoudi, qui est resté, je pense, 2 ou 3 mois, et il leur a fait tout le plan. Et là, il me plaît également de rappeler que dans le cadre du mouvement des pays non alignés, où nous avions créé également une organisation des radios et télévisions des PNA, des pays non alignés, nous avions réussi, avec la contribution de nos amis algériens, bien sûr, de nos collègues et amis du ministère des Postes et Télécommunications, nous avions réussi à faire inscrire dans la convention de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, le principe d'égalité d'accès aux ressources naturelles qui étaient les fréquences radio, les fréquences de télévision et même l'orbite géostationnaire, le principe d'égalité pour tous les pays, qu'ils fussent grands ou petits, y compris pour les pays en lutte pour leur libération nationale. C'est-à-dire que nous avions imposé, on a eu le ténor des ténors, c'est Nourdin Bouhed qui est décédé dans le crash d'avion de l'UTA, c'était lui le chef de la délégation. Et je dois dire que les conférences de planification à Genève réunissaient 6500 délégués. Les Nations Unies ne réunissent pas 6500 délégués. C'est le lieu où il y a le plus de concentration au monde d'experts. Je me rappelle pour la conférence de 79, je n'y étais pas, l'administration américaine est venue avec tout son armada technologique, avec des micros géants, etc., pour le calcul des fréquences. C'est pour dire que l'Algérie, on ne le sait pas, a joué un rôle considérable en direction de l'Afrique et même aussi du PNA. Je parle du domaine qui est le nôtre, le domaine de la radio et de la télévision, parce que d'autres domaines ont joué aussi le même rôle. Une dernière question, M. Rabih Hamimi, elle concerne justement la naissance de cette radio FRI FM, la voix africaine. Eh bien, écoutez, moi, je l'ai appris il y a quelque temps à sa naissance, et bien entendu, pour moi, c'est un petit peu une renaissance. C'est-à-dire que je renais à nouveau parce que ici, certains collègues comme ça, pour me taquiner, ils me parlaient, ils disaient, Monsieur Hurtna, moi je me suis occupé également de l'ASBUD, de l'Eurovision, etc. Parce que à l'époque de Monsieur Rouati, qui était directeur général, j'avais pour instruction d'être présent, c'est-à-dire la RTA, d'être présente au niveau de toutes les régions du monde. Nous avions déjà pris contact avec la région ibéro-américaine, c'est-à-dire l'Amérique latine, pour être membre de cette organisation. Nous avions également fait un dossier pour être membre de la région asienne. Autrement dit, nous voulions être présents dans le monde entier. Pourquoi ? Parce qu'en mars 83, il y a eu la conférence mondiale qui s'est tenue ici à la radio, la conférence mondiale des radios et télévisions. Un an auparavant, à l'UNESCO, au séminaire sur la dissémination internationale des informations, un an auparavant, donc en 82, où j'ai assisté à l'UNESCO, des experts de l'UIT nous disaient qu'il était impossible de faire un échange global, c'est-à-dire mondial.
Et un an plus tard, le 9 mars 1983, Majid Toumi, qui était l'ingénieur qui avait été désigné pour piloter cette opération, nous avions relevé le défi et nous avions assuré un échange mondial à partir de l'Eurasie. Il y avait une séquence que nous avions fait monter. C'était un groupe, bien sûr, hein, c'est pas moi, c'était tout un groupe qui est monté du Sri Lanka vers Tokyo. Tokyo l'envoie à Alger, Alger la traite, donc le boulevard des Martyrs la traite, et nous l'avons disséminé vers toutes les régions du monde. Nous avions donc apporté la preuve que la chose était possible sur le plan satellitaire, parce qu'à cette époque-là, l'utilisation des satellites était quasiment réservée seulement aux pays développés. Avec une entorse quand même, l'Algérie a été le 4e pays au monde, après les États-Unis, le Canada et l'ex-Union soviétique, à utiliser le satellite à des fins domestiques. C'est ainsi que, par exemple, notre Sahara a été couvert par ce système qui avait été élaboré par l'ingénieur Abdelkader Baïri, qui était directeur général des télécommunications au ministère algérien des PTT. Et puis, auparavant, il était vice-président d'Intelsat. Autrement dit, il était vice-président de l'Organisation internationale des satellites. Excusez du peu. Donc l'action de l'Algérie en matière de développement audiovisuel s'inscrivait à chaque fois au diapason en fonction de l'évolution des technologies. Ah oui, bien sûr, parce qu'il faut dire aussi qu'il y avait un problème de normes et de standardisation. Les normes anglaises étaient différentes des normes françaises, les normes portugaises étaient différentes, et là, nous avions créé un groupe technique pour convaincre les Africains d'être au même nombre pour pouvoir enregistrer ou diffuser ou échanger. Par exemple, lorsque nous avions lorsque nous avions démarré la première image de la télévision au Mozambique, c'était la préoccupation majeure. Il fallait être aux standards internationaux. Parce que la plupart des pays, et ça c'était volontaire, c'était voulu par les anciennes puissances coloniales, ils étaient même pas à 9,5 pour l'enregistrement radio, encore moins à 19, qui permet une grande audibilité du son. Et donc ce travail nous a demandé une quinzaine d'années pour convaincre. Il fallait faire un travail mu par la conviction, de rassemblement, de compréhension, et puis ensuite il fallait amener, parce qu'il y avait des groupes de pression au niveau de ces pays, pour les amener à utiliser le même type de matériel, de façon à ce que nos programmes algériens soient diffusés par exemple au Sénégal ou au Mali, etc., et que leurs programmes également soient diffusés ici. Et là par exemple, je vous donne un exemple. Ouais. Il y a une pièce de théâtre sur Soweto, qu'on appelle, d'ailleurs le livre c'est l'étudiant de Soweto, c'est Alain Paton. Alain Paton, c'est un écrivain sud-africain qui a écrit en anglais. Elle a été traduite en français. Elle a été jouée en 1980 au Burkina, la capitale du Burkina. Et puis ensuite, je l'ai ramené, on l'a diffusé à plusieurs reprises au niveau de la chaîne 3. C'est pour dire qu'il y avait ce va-et-vient continu de façon à ce que l'Afrique se retrouve dans son propre continent, avec son authenticité, avec ses multiples diversités. Ce sera le mot de la fin de cet entretien. Je vous remercie vivement, M. Rabi Hamim, d'avoir répondu à nos questions. Je tiens à remercier. Je rappelle tout d'abord que vous êtes ancien, reste au cadre de la radio et la télévision algérienne. Je tiens à remercier également les auditeurs d'Ifriqiya FM, la voix africaine. À très bientôt.